Sophie. Bonjour Pascal. Alors en fait, on a eu l'occasion de faire un précédent échange. J'ai revu ça, c'était en novembre 2021 déjà, il y a presque 3 ans, où on s'était rencontrés à l'occasion de ton livre que tu avais écrit, puisque tu as été effectivement victime de la communauté Saint-Jean, et j'avais intitulé à l'époque notre échange de la parole étouffée au silence habité. Et il s'agit de fait de ce livre-ci que tu as écrit il y a quelques années maintenant déjà, et donc il s'intitule Récit d'un abus spirituel et sexuel. Il s'agissait d'un témoignage qui retraçait évidemment ton vécu, notamment au sein de la communauté Saint-Jean. Aujourd'hui, on va échanger de façon, j'ai envie de dire, un peu différente, de certaine façon, en revenant finalement sur ton passé, avec du coup sans doute une relecture de ce même passé, ce que tu as compris finalement de ton histoire et la manière dont tu l'as reprise, je dirais, à frais nouveaux. Et je voulais du coup en fait repartir de ce que tu avais écrit maintenant il y a quelques années, euh, pour voir un petit peu avec toi comment tu vois précisément les mots écrits à l'époque. Donc à la page 15 de ton livre, tu écris ceci, Sophie. Se rendre tous les jours dans une classe, rester des heures assis sur une chaise avec devant soi une feuille qu'il faut noircir. Ce quotidien me semble absurde. Les gens s'affairent, courent, se plaignent, mais ils ont créé leurs propres obligations. Et ils ne savent même plus pourquoi ils s'activent. Sans doute pour ne pas avoir à se poser la question. Ils remplissent leur temps, se bourrent le cerveau d'informations, mais ils ont oublié pourquoi ils vivent. S'ils sont humains, alors je ne suis pas des leurs. Je ne les rejoins plus. Ils s'éloignent et je n'entends que des murmures de plus en plus sourds. Je ne parle même plus leur langue. Je ne veux pas dans ces conditions devenir adulte. Pas avant, en tout cas, d'avoir eu les réponses à mes questions sur le sens de la vie. Décrochage scolaire, vie étouffée, dépression. Voilà en fait 3 mots qui résument quelque part le bref extrait de ton livre que je viens de lire, Sophie. Et du coup, j'avais envie de te poser la question avant d'aller plus avant sur notre sujet. Quand tu écris en fait ces lignes-là, tu songeais à quoi exactement, à quelle expérience, à quelle traversée, et qu'est-ce que tu en avais compris au moment même où tu as écrit et pensé à ces mots-là et pas à d'autres? Donc à cet âge-là, j'avais 16 ans et j'étais en quête de... Je ne savais pas quoi en fait. J'étais en dépression et c'était très curieux parce que il y a certains moments où je passais du temps avec un cousin à moi avec qui je m'entends extrêmement bien et je ne me sentais plus déprimée. Je ne me sentais plus dans l'état que je viens de décrire là. Alors que, et maintenant je crois que je sais pourquoi. Alors que quand j'étais avec d'autres gens de ma classe, oui, c'est comme si je venais d'ailleurs et que je ne comprenais pas leur langage comme je l'écris. J'avais l'impression que tout le monde était excessivement superficiel et j'avais envie de cœur à cœur en fait. Euh, mais j'avais l'impression d'être une étrangère ou que tout le monde était étranger. Et je reliais ça à plusieurs choses. D'abord, le fait que j'avais beaucoup voyagé, changé de pays tous les 3 ans. Et donc, je me disais, bah voilà, du coup, je me sens étrangère là où je suis, même si c'est chez moi. Je revenais en Suisse, de ma patrie. En fait, ce n'est pas le cas, parce que ça a toujours été comme ça. Je me suis toujours sentie étrangère. Et je reliais ça éventuellement à des carences affectives qui faisaient que j'arrivais pas à grandir, j'arrivais pas à devenir la, la jeune femme que je devais être. Je me sentais encore enfant quelque part et il y avait une part de moi qui n'arrivait pas à grandir. Je me disais, c'est peut-être aussi dû aux maltraitances qui fait qu'on reste bloqué dans l'enfance. Voilà, j'ai interprété tout ça comme ça. Je sais pas si c'est la réponse à ta question, parce que j'ai pas très bien compris ta question. Oui, mais C'est ça? c'est effectivement ça. C'est Ok. de voir finalement.
te connaissant un petit peu, ayant lu ton livre et t'ayant interrogé à l'époque, c'est vrai qu'il n'était pas question du sujet que l'on va traiter aujourd'hui, mais il était plus question de trauma aussi dans l'enfance, ce qui explique éventuellement un décrochage scolaire, ce qui explique évidemment une vie étouffée, ce qui explique une dépression. C'est, je dirais, caractéristique quelque part d'un trauma subi dans l'enfance. Et c'est comme ça que je l'ai lu et je me suis dit que c'est comme ça aussi que tu l'avais entendu au moment où tu as écrit ton témoignage. Oui, je me demandais aussi, à l'époque où j'ai écrit ce témoignage, je n'osais pas faire de bilan, mais je me demandais si ce qui me concernait n'était pas le haut potentiel. Parce que j'avais lu des livres de Béatrice Millettre, Christelle Petit-Colin et Jeanne Thiault-Fachin qui décrivent le haut potentiel comme étant une intelligence pas supérieure mais différente. Maintenant, on sait que c'est faux, atypique. Maintenant on sait que c'est faux, mais bon, à l'époque, elles relataient leurs expériences cliniques, c'est-à-dire qu'elles recevaient des personnes qui avaient été diagnostiquées au potentiel et qui étaient en grand mal-être, et elles ont fait des associations entre mal-être et au potentiel, ce qui n'est pas juste du point de vue des études scientifiques. Mais donc, elles ont écrit des livres où je me suis reconnue. Et j'ai beaucoup pleuré en lisant ces livres, en me disant, ben voilà, c'est pour ça que je me suis toujours sentie décalée par rapport aux autres et que je cherche vraiment la profondeur plutôt que la superficialité. Je l'attribuais à ça, mais j'osais pas faire de bilan parce que je me disais, si c'est pas ça, alors je comprendrai plus rien. Euh, et j'ai vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que je me sens tellement décalée. Donc j'ai pas osé faire on appelle ça bilan et pas diagnostic, je crois. Mais ma fille avait ce même mal-être et elle a fait un bilan et c'est tombé, elle est au potentiel. Et donc ensuite une autre de mes filles l'a fait et de nouveau pareil. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Et de fait, quand je lisais ces livres, ça correspondait. C'est ça. Et à partir de quand finalement, Sophie, du coup, d'autres questions se sont posées, c'est-à-dire que tu as relu ton histoire de vie différemment parce qu'il y a quelque chose qui à un moment donné fait signe, fait sens, quelque chose qui quelque part tu sens qu'en toi n'est pas résolu et que peut-être du coup il faut creuser. Est-ce que c'est venu quelque part de l'extérieur comme un signe ou bien éventuellement c'est venu de l'intérieur et à partir de ce moment-là tu as essayé de trouver une réponse à cette étrangeté que tu ressentais? Alors, étrangeté et difficulté à vivre aussi, difficulté à me mettre en route dans les actions, alors que je ne me sentais pas si déprimée que ça à ce moment-là quand j'ai écrit mon livre. Donc, il y a 5 ans environ, j'étais plus dans une grosse dépression, mais j'avais des grosses difficultés à me retrouver. Par exemple, j'ai fait l'EVRAS d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et rentrer dans une école était une angoisse absolue. Me retrouver devant un groupe classe, c'était l'enfer. Les bruits dans les couloirs, j'étais pas du tout sûre de moi. J'arrivais à être confortable seulement en relation avec une personne et une personne atypique. Donc, sinon, ma vie était vraiment compliquée. Et moi, je faisais l'association entre haut potentiel et trauma. En mettant les deux ensemble, ça expliquait les choses pour moi. Hmm. Jusqu'au jour où donc, à ce moment-là, avant même d'avoir écrit mon livre, j'ai eu un cinquième enfant qui était très différent. C'est-à-dire que je le sentais extrêmement décalé par rapport aux autres enfants. Euh, et je me suis demandé s'il n'y avait pas un retard mental ou un trouble d'apprentissage ou un trouble, enfin, trouble de personnalité, où je ne savais pas très bien comment chercher. Et on a fait un bilan qui a rien donné, mais il parlait pas du tout. Il a dit aucun mot. Et ce qui était un petit peu inquiétant, c'est qu'il ne babillait même pas. Il disait juste un, alors jusqu'à 4 ans. Donc j'étais inquiétée, mais on trouvait rien. Et une fois qu'il a parlé, on a refait tous des bilans et on n'a rien trouvé. Et
À ce moment-là, et je saurais plus te dire pourquoi, j'ai pensé à l'autisme. Et j'ai posé de temps en temps la question. J'ai posé la question à des personnes qui s'occupaient d'autistes, qui m'ont dit non, quand même pas. Votre fils est vraiment bien en interaction avec les autres. On peut communiquer avec lui. Non, 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 vous pouvez laisser ça tomber. J'ai quand même été voir un psychologue spécialisé. Et en fait, c'est fou parce que je suis dans la salle d'attente. J'ai dit à mon fils, il faudrait que j'aille aux toilettes avant notre entrevue et je vois pas de toilette. Et puis à ce moment-là, le psychologue nous a fait entrer et puis on s'est assis et il s'appelle Joachim. Joachim m'a dit, maman, là il y a des toilettes, tu devais aller aux toilettes. Et puis alors le psychologue m'a dit d'y aller, puis je suis revenue et puis j'ai commencé à parler. J'ai dit voilà, je me fais du souci, je sais pas, je sens qu'il y a une grande différence. J'ai pensé à l'autisme et ce psychologue me dit il peut pas être autiste parce qu'il se fait du souci sur votre bien-être. Vous deviez aller aux toilettes et il s'est fait du souci pour vous. Il a de l'empathie donc il peut pas être autiste. Voilà. Mm. Ensuite, il va quand même à l'école normale et ça va plus du tout quoi. Il commence à avoir des maux physiques, des angoisses, des, des, des fièvres spontanées. On me dit de venir le chercher parce qu'il fait 38 de fièvre. Je le ramène à la maison, il n'y a plus de fièvre. Euh, enfin voilà, il y a des choses qui vont de moins en moins bien. Et puis, je commence vraiment à lire sur le sujet de l'autisme plus à fond, et puis très à fond. Et puis, je suis sûre, là, c'est à ce moment-là, je suis sûre. Et donc, je vois une neuropédiatre qui me dit non, 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 on arrive à entrer en interaction avec lui, il peut pas être autiste. J'ai dit je veux faire un bilan parce que il y a deux raisons. D'abord, j'ai beaucoup lu sur l'autisme, et ensuite ma sœur, qui est psychiatre, pensait aussi à ça pour Joachim. Et donc, j'ai été faire un bilan carrément à l'UCL à Bruxelles dans un hôpital universitaire. Ça a duré des mois et des mois. À ce moment, j'espérais qu'on trouve enfin, parce qu'on avait déjà fait deux séries de bilans à chaque fois avec plein de professionnels, j'espérais qu'on trouve enfin ce qu'il y avait pour que on puisse l'aider au mieux, parce qu'il commençait à entrer en vrai décrochage scolaire. Mais ça a duré tellement de mois que c'était plus possible de l'amener à l'école. Il y avait des maux de ventre, des maux de tête chroniques, des fièvres, des angoisses générales qui commençaient, une anxiété qui commençait à se généraliser avec des crises d'angoisse. C'était plus possible du tout. Et je me disais, bon, bah, après, il y aura le bilan et c'est bon, on va me diriger vers une école pour lui. Je vais avoir des possibilités d'aménagement et il pourra peut-être aller juste le matin à l'école parce qu'il est tellement facilement fatigué et tout ça. Et puis, on arrive au bilan, on me dit, non, pas de TSA. TSA, c'est trouble du spectre autistique. À ce moment-là, je me souviens d'avoir dit aux professionnels que quand j'avais lu sur l'autisme, j'avais pensé que ça pouvait me concerner. Et j'étais vraiment avide de comprendre. Ça devenait une nécessité. Et donc tout ça, c'était il y a 8, 10 ans, quoi, déjà. Déjà, oui. Ouais. Et donc ils ont dit, on a fait des petits tests où on regarde s'il est attentif à ce qu'on dit, à si on est intéressé ou pas à ce qu'il raconte. Et il est attentif à l'autre, donc il peut pas être autiste. Et j'ai dit, c'est fou, parce que j'avais même pensé à ça pour moi. Et on m'a répondu, ben, Madame, vous, on n'accepterait même pas de faire un bilan. Vous êtes vraiment dans un dialogue avec nous. Vous pouvez pas être autiste. Bref, j'ai revu ma vision de l'autisme et je me suis dit, mais alors ces gens sur YouTube qui parlent de leur autisme, est-ce qu'ils sont vraiment autistes? Est-ce que c'est pas des imposteurs? Parce que c'est pas possible et tout. Et j'ai mis tout ça de côté. On sent qu'il y a là en fait une longue errance médicale aussi, et du coup une confusion que ça génère chez la personne qui se pose des questions légitimes et qui finalement est renvoyée un petit peu à la case départ en se disant non, on m'a dit que c'était pas ça et donc du coup ça doit être extrêmement confondant de se dire qu'en même temps on a peut-être des pistes, des matières à réflexion pour essayer de se comprendre et puis à un moment donné en fait on est renvoyé à sa solitude et à sa propre incompréhension. Oui. Et du coup, je repars sur le thème des traumas. Je retourne voir des psys, mais à fond, à fond, à fond. Je me dis, bon, bah, il faut que si c'est pas l'autisme, il faut que je me sorte de mes difficultés à vivre. J'ai essayé toutes sortes de techniques, on m'a même proposé des charlatans, j'ai fait des trucs dans tous les sens et on me disait oui, depuis que je fais ça, ma vie a changé, tu dois voir telle personne. Puis j'ai enchaîné
les trucs à n'en plus finir. Et puis mon fils, par contre, il avait développé une phobie de l'hôpital parce que entre-temps, comme on trouvait rien, on lui a fait toutes sortes de choses, d'échographies, d'électrodes sur la tête, de scanners, de prises de sang, et il avait comme ça des mouvements de main répétitifs, d'anxiété dès qu'il arrivait à l'hôpital, avec des angoisses parfois, il fallait le sortir, attendre de le calmer, essayer de le rentrer. Et parce que le bilan se passait à l'hôpital aussi. Et la conclusion de la neuropédiatre, c'était, ben, madame, comme on a tout cherché et qu'on n'a rien trouvé, on conclut que le problème chez votre fils est affectif. Elle disait même pas quoi, affectif, mais moi j'étais en train de trouver dans la tête, attends, donc ce serait quoi le problème? Ce serait sa relation avec moi ou... Et de fait, j'étais hyper angoissée de ça parce que je sentais que Joachim, il s'apaisait en particulier avec moi et il était anxieux en particulier dans le monde extérieur. Et elle me dit, le truc que je redoutais le plus, c'est on va le mettre en hôpital de jour et interner pendant, je crois qu'elle avait dit, pendant 15 jours pour le séparer de vous et qu'il suive l'école à l'hôpital. Et là, j'ai senti toutes les sonnettes d'alarme. Enfin, c'était vraiment, Sophie, maintenant tu écoutes ton instinct de mère, tu suis ce que tu sens qui est juste pour ton fils et tu te casses, quoi. C'était vraiment Mayday, Mayday, il faut sauver cet enfant de cette errance, avec des professionnels qui m'ont dit des choses parfois qui étaient tellement fausses sur Joachim, des gens qui l'avaient vu juste pendant une demi-heure et qui tiraient des conclusions et ça correspondait pas à ce que... Et je me suis dit, mais moi je vis avec lui 24 heures sur 24, écoute, et il faut que je m'écoute, quoi. Et donc, j'ai décidé de plus revoir de professionnels, de faire ce que je trouvais juste. En quelques semaines, il a commencé à aller tellement mieux. Donc, je l'ai retiré de l'école, je l'ai gardé à la maison. J'ai fait en sorte que son environnement soit le plus calme possible, le plus sécure possible. Je l'ai plus emmené de force à des anniversaires, à des réunions de famille, à du parascolaire. J'ai pris le temps avec lui de respirer, enfin bref. Et en 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça, j'avais noté sur un carnet, tout s'est arrêté. Les C'est maux là de en fait tête, les que maux de ventre, l'anxiété généralisée, les crises d'angoisse, de séparation. c'est là qu'on voit en fait qu'à un moment donné, c'est finalement le patient ou ses parents ici qui sont les plus aptes à gérer quelque part la situation et à prendre de bonnes décisions. Mais du coup, comment tu expliques, Sophie, que le corps médical soit si peu finalement au fait, médicalement parlant, sur le plan de la compétence, mais aussi peut-être ici par rapport à ce décalage qui est finalement de ne pas entendre le patient en premier et de se mettre à sa place et de véritablement l'écouter quelque part parce que en t'écoutant justement le sentiment que j'ai c'est que finalement la solution c'est ici en l'espèce puisqu'on parle de toi c'est toi qui l'as pour ton fils. C'est un peu le monde à l'envers. Tu viens consulter pour avoir réponse à un problème et finalement la solution du problème, c'est toi qui la trouves en te disant ce qu'il me propose est tout à fait à côté de la plaque. Mais ça m'arrive très souvent, même physiquement, quand j'ai des problèmes physiques, comme je me suis fait une luxation post-coccidale et les médecins ont dit que j'avais rien et j'ai remis mon bassin moi-même. Pour donner un exemple parmi d'autres, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réponses très intéressantes à la question que tu poses. La première qui me vient, c'est que les personnes autistes ne sont pas entendues. Et pourquoi elles ne sont pas entendues? Parce que elles n'expriment pas les émotions et les sentiments et les sensations de la même façon qu'une personne non autiste. Elles l'expriment d'une façon un peu euh, neutre, oui, sans expression en fait, beaucoup, et sans toujours avoir conscience de la gravité ou sans réussir à formuler et à donner l'expression adéquate par rapport à ce qui se passe. Et très souvent, elles ne sont pas entendues dans leurs maux physiques, dans leurs problèmes psychologiques, on passe à côté d'eux. Donc ça, c'est une réponse à la question. L'autre réponse qui est beaucoup plus flagrante, c'est que le monde compréhension de l'autisme est à un niveau
des dinosaures, là, spécialement en Europe. Ils sont beaucoup plus en avance dans les pays anglo-saxons et en particulier au Québec. Et la façon dont les professionnels sont formés sur l'autisme est déplorable. Et je le sais parce que, entre-temps, j'ai discuté avec des professionnels sur les formations qu'ils avaient eues, que ce soit des médecins, psychiatres, psychologues, n'importe quel professionnel dans tout ce qui est le domaine de la santé. Ils reçoivent des formations qui sont euh, complètement fallacieuses sur des faussetés qui ont été dites il y a 10, 20 ans sur l'autisme et qui continuent de... Ma fille actuellement a reçu une formation qui parle de l'autisme tel qu'il était décrit il y a 20 ou 30 ans, quelque chose comme ça. Et au Québec, ils sont 20 ou 30 ans en avance sur nous. Sur les experts qui sont maintenant au point en Europe. Mhm. Donc, il y a 50 à 60 ans de retard entre les formations que reçoivent les professionnels quand ils ont juste une demi-journée, une journée ou quelques heures sur l'autisme dans leur formation et ce qui se passe au niveau des études scientifiques et des recherches récentes au Québec, par exemple. Donc, c'est complètement dramatique, en fait, ce qui se passe. Et c'est très, 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 très grave. Et je pourrais expliquer pourquoi c'est grave, mais par rapport à mon vécu, je me rends compte à quel point c'est grave par rapport à ce qui aurait pu arriver à Joachim, c'est-à-dire qu'ils auraient pu le détruire. Et par rapport à mon errance diagnostique à moi, qui fait que oui, j'aurais pu y passer plusieurs fois dans ma vie, et ça ne me serait pas arrivé si j'avais su comment je fonctionnais. Et, euh, et le fait d'avoir reçu mon propre diagnostic d'autisme, je pense que ça m'a sauvé la vie. On va en reparler un peu plus tard, si tu veux bien, Sophie, Ouais. pas Oui, il faut forcément continuer par le rapport processus. par rapport à ton histoire, mais c'est vrai que du coup, ce que tu mets ici en exergue, c'est le fait évidemment que sur le plan médical, ils ne sont nulle part, il n'y a pas une véritable formation. S'il n'y a pas de formation, par définition, on passe à côté des évidents, parce qu'en réalité, quand on parle de l'autisme, ça concerne quand même 1,5 à 2% de la population, je pense. Donc c'est pas Oui, si enfin, anodin. alors d'après d'après mes recherches, on en est à quasi 1% de la population diagnostiquée et les estimations par rapport aux personnes non diagnostiquées, on pense que ça va jusqu'à 3%, en tout cas, oui. C'est ça. Oui. Parce que toute la question ici, quelque part, c'est effectivement poser le diagnostic et donc quand une personne vient consulter, de ne pas passer à côté. Parce qu'il y a évidemment, je dirais, les cas, je dirais, évidents où la différence, je dirais, elle est marquée dans l'attitude, je dirais presque sur le visage, la manière de parler ou physiquement. On peut parler, on peut évidemment penser au film avec Redman, donc là évidemment c'est évident. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle, et ce que Julie Daché appelle très bien la différence invisible. Donc quelque part, ben oui, il y a ce qu'on appelle, comme tu le disais tout à l'heure, le trouble, le spectre en fait, hein, tout le spectre. Donc c'est finalement extrêmement large. Donc du coup, peut-être que pour essayer d'y voir plus clair, si on pouvait peut-être définir brièvement ce qu'est en fait l'autisme. Parce que c'est ça la question. Elle est très, très, très difficile, d'autant que dans mes recherches actuelles, moi qui pensais avoir compris, parce que j'avais vraiment fouillé la question de l'autisme et j'avais vu que tout ce qui était actuellement débunké sur l'autisme, et puis maintenant que je parle avec des gens du Québec, ils sont en train de débunker ce que je crois maintenant. Donc, je crois qu'il faudra approfondir ça dans une vidéo vraiment pédagogique avec des schémas et tout pour aller dans le côté plus scientifique et peut-être faire appel à des personnes du Québec pour nous aider parce que moi, je suis pas encore allée assez loin. Mais effectivement, pour revenir à la base un peu de l'histoire, les personnes autistes ont d'abord été décrites par des psychologues qui ont étudié le cas d'enfants déjà, hein, de garçons, et trois avec des déficiences intellectuelles ou des comorbidités ou des troubles associés. Ça veut dire que
C'était beaucoup plus visible, quoi. Euh, Ce qui fait que les premières compréhensions qu'on a des choses souvent restent dans la compréhension collective, ça reste pendant des années, des dizaines d'années, même si la science évolue, souvent les idées restent aux premières idées reçues. Donc, et pendant très très longtemps, on a pensé qu'il ne pouvait pas y avoir de filles autistes, et encore moins de femmes, parce qu'effectivement, on a découvert qu'en fait, les petits garçons, ben, ils restaient autistes et que s'ils avaient des grandes compétences intellectuelles, ils pouvaient finir par de plus en plus camoufler leur autisme et finalement ça se voyait pas, mais ils restaient en fait autistes dans leur fonctionnement. Et donc il y a des hommes autistes, c'était la grande surprise. Puis ensuite on a découvert qu'il y avait très rarement des filles autistes. Et puis ensuite on a découvert qu'en fait il y avait des femmes autistes et qu'il y en avait certainement beaucoup plus qu'on ne le croit parce que une des choses qu'on avait mis en exergue dans l'autisme, c'était euh, certains autistes qui sont extrêmement repliés sur eux-mêmes en termes de communication sociale et qui donc tournent un peu en boucle dans leur cognition, dans leur fonctionnement, sans vraiment parvenir à sortir d'eux-mêmes pour s'intéresser à l'autre. Euh, Or, les femmes ont, apparemment, d'après ce que disent les études, ont beaucoup plus besoin de relations sociales et ont beaucoup plus besoin, du coup, de chercher à tout prix à correspondre aux attentes pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Et elles ont développé des plus grandes capacités d'adaptation grâce à ça et de camouflage. Et donc, elles sont beaucoup moins visibles. Donc, tout ça, ça a été des découvertes qui ont été faites petit à petit. C'était quoi ta question? Mais c'était dans les grandes lignes, quels étaient de Ah fait oui, les critères quelque part qui permettent oui. de définir ce qu'est l'autisme. Je sais que l'on parle, et tu en as déjà parlé, et on va y revenir, de la question de la difficulté à communiquer sur le plan social, donc un repli sur soi. Avec aussi quelque part, peut-être que c'est lié toute la question des intérêts restreints, c'est-à-dire que finalement on aime la répétition, on s'y sent bien, c'est une motivation et quelque part c'est ce qui permet à l'autiste de s'épanouir malgré ses intérêts restreints. Et puis il y a toute la question aussi, si j'ai bien compris, de la répétition, du besoin, du besoin d'habitude. Donc si tu peux un petit peu Oui, revenir de fait sur ces critères dans les là, tu as grandes dit lignes. pardon, tu as dit les deux grands critères de base, effectivement, qu'on pourrait résumer en difficulté. Alors, dans le DSM-5, on parle encore de déficience. On dit déficience dans la communication et les interactions sociales et intérêt restreint et euh, comportement répétitif. Donc, c'est les deux grandes choses de base, quoi. Après, il peut y avoir toutes sortes d'autres choses qui viennent se rajouter, mais qui sont plutôt euh, facilement associés à l'autisme, et qui sont des troubles associés, des comorbidités, comme on dit, etc. Euh, Oui, mais ça c'est important justement aussi pour précisément ne pas se tromper de diagnostic et bien se comprendre en termes de ce qui relève du symptôme et ce qui relève quelque part de côté plus identitaire. On peut faire une dépression, on parlait tout à l'heure dans ton livre de la dépression, une sorte de finalement de peut-être de phobie scolaire aussi. Tout ça finalement c'est annexe. Ce sont des symptômes quelque part qui peuvent très bien être liés à l'autisme en tant que tel, qui n'est pas en fait une maladie mais qui est génétique, qui est innée, comme ça peut être lié éventuellement pour les personnes qui ont vécu justement un trauma au trauma. D'où la difficulté parfois de faire la part des choses et de fait aussi peut-être la difficulté pour dans ta propre histoire cette fois-ci si on y revient, de faire la part des choses entre les traumas que tu as vécu dans ton enfance et le fait que tu t'es découverte à un moment donné autiste en te disant mais je lis, je m'informe, j'entends et j'ai le sentiment que finalement les critères de l'autisme pourraient parfaitement s'appliquer à moi. alors oui, moi, quand je lisais les critères de l'autisme, je me disais, bon, bah, c'est pas moi. C'est ça le problème aussi, c'est que les critères de l'autisme sont des descriptions faites par des... Alors si on veut faire la... On dit les alistes et les autistes pour que ce soit plus simple. Les alistes, c'est ceux qui sont pas autistes, parce que sinon, il y en a qui disent les neurotypiques et les neuroatypiques, mais Hmm. dans les neuroatypiques, il y a aussi tous ceux qui ont des troubles de l'attention, troubles de l'apprentissage, donc c'est compliqué. Donc si tu veux bien, on va dire autiste et aliste. J'ai oublié de chercher d'où vient le mot aliste.
j'avais cherché, mais j'ai oublié. Hmm. Mais donc, la description, c'est à partir des personnes à liste, euh, qui du coup vont, par exemple, parler de déficience en termes de communication et d'interaction sociale. Or, des personnes autistes entre elles, ensemble, tout à coup, n'ont plus de déficience. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les personnes autistes ont des déficiences parce qu'elles n'ont pas les mêmes codes d'interaction sociale que les personnes alistes, et donc elles se retrouvent dans un groupe de personnes alistes et elles savent pas très bien comment interagir parce qu'elles se sentent étrangères, parce qu'elles ont une autre façon d'interagir, mais entre elles, tout à coup, elles se sentent plus du tout étrangères. Donc, elles pourraient elles-mêmes dire si elles vivaient entre eux et que tout à coup il y avait des gens alistes qui venaient, elles pourraient tout à fait dire mais ces gens-là ont des déficiences, par exemple, une obsession pour les convenances, un trouble obsessionnel compulsif pour les convenances, ou une déficience dans la capacité d'entrer dans des conversations intéressantes et profondes et d'aller jusqu'au bout d'une discussion sur un thème précis. Elles restent superficielles, elles ont voilà, on pourrait avoir une description à partir de l'autisme des personnalistes qui pourraient utiliser ces termes-là. Donc, c'est pour ça que les personnes autistes trouvent que c'est beaucoup à relativiser. Il y a déficience chez la personne autiste quand elle se retrouve dans un environnement conçu par les personnes non autistes. Et comme dit Tony Attwood, vous mettez une personne autiste dans son environnement sécure, avec tout ce qui lui convient, tranquille, avec son intérêt restreint, elle performe, elle est excellente, elle se sent extrêmement bien et il n'y a aucune raison d'y voir un handicap. Hmm. L'handicap est soit une construction sociale dans certains cas, soit dû à un environnement qui ne correspond pas, qui rend la personne inapte en fait. Comme par exemple, s'il n'y avait que des personnes aveugles, il y aurait que des livres écrits en braille. Oui, c'est ça. Mais on voit bien, parce que tu parlais de Joachim tout à l'heure, on voit bien que de fait, comme il est dans son environnement et que finalement cet environnement lui convient, ben, en réalité, il est comme un poisson dans l'eau, il est très bien. Et donc, Voilà. tous ces symptômes qui sont liés à son autisme, du coup, ils n'ont pas disparu, mais en tout cas, ils sont nettement, évidemment, apaisés, ce qui fait que lui-même Oui. D'où le fait, est- je t'interromps parce que j'ai peur d'oublier, tu avais dit plusieurs choses et j'avais plusieurs choses à dire. Donc Vas-y. avant d'aller plus loin, quand tu parles de dépression, Ouais. effectivement, autiste ne veut pas dire déprimé. À la rigueur, autiste ne veut même pas dire anxieux. On dit qu'il y a une grande majorité d'autistes qui sont dépressifs et qui sont anxieux. Mais pourquoi? Si le monde était conçu par les personnes autistes, je pense qu'il n'y aurait pas d'anxiété et pas de dépression. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pas directement lié à l'autisme. C'est parce qu'on demande à l'autiste d'être autre chose qu'il est, qu'il vit sa vie à côté de lui, comment ne pas être en dépression, quoi. Et pour l'anxiété, pareil, on lui demande de faire des choses qui sont au-delà de ses capacités. Lui, il est performant dans certaines circonstances, c'est-à-dire quand il y a du calme, du silence, qu'il est son intérêt restreint à lui, euh, il peut être beaucoup plus performant que n'importe quel autre non-autiste, mais quand on lui demande d'être dans la foule, le bruit, les, avec des consignes dans tous les sens et dans quelque chose qui ne l'intéresse pas, on peut le trouver tout à fait handicapé. Et donc, lui-même peut développer une anxiété par le fait de ne pas parvenir à fonctionner dans ce monde-là. T'en reviens à un point extrêmement important qui est finalement celui qu'on a abordé, mais qui est important, qui est la question effectivement de la norme sociale. À partir de quel moment finalement la façon dont on se comporte est conforme finalement à soi, à sa propre personnalité, à son propre désir, ses propres besoins, et non pas dans quelle mesure on se conforme pas simplement pour être justement précisément conforme, c'est-à-dire faire partie de cette norme et ne pas obvier de la manière dont on pourrait être perçu socialement. Et donc, pour faire comme tout le monde, quelque part, on ne se différencie pas, alors qu'en réalité, ça ne correspond pas forcément à beaucoup de personnes. Donc, c'est toute la question finalement de savoir, parfois en certaines situations, on peut se poser la question de savoir finalement qui porte réellement un
d'où aussi peut-être la difficulté justement de se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas aussi quelque part un peu tous autistes de certaine façon, à vouloir tous quelque part, qu'on soit neurotypique ou neuroatypique, que ce besoin quelque part de se conformer à une norme sociale qui ne dépend pas de nous, mais qui est déjà là avant nous, et à laquelle, par définition, il faut essayer de se conformer un maximum pour être dans les clous. Ça, c'est aussi une question importante parce que souvent on dit non, mais bon, tu sais, bon, avec tes histoires d'autisme, finalement, on est tous un petit peu, on n'a pas forcément tous envie d'être en permanence en lien avec les autres. C'est effectivement fatigant. On a parfois tous des passions et donc, par définition, cette passion, on a envie de s'y donner. Et donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire qui sont rébarbatives et que l'on fait un peu contraint et forcé. Donc, on est tous un petit peu autistes. Ça te parle? Ça m'énerve. Ça t'énerve même. Alors pourquoi ça t'énerve? Alors, j'explique. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Hein, c'est fait. Ça m'a permis de me calmer. Mais tant mieux. Allez. Non, non. Mais oui, c'est terrible de dire ça parce que je crois, effectivement, comme les personnes ont une vision de l'autiste comme étant très étrange et bizarre, ou soit dans les extrêmes, soit déficient, soit génie, parce que c'est ça qu'on a montré au cinéma, parce qu'il faut bien sortir de la banalité, sinon il n'y a pas de film. Du coup, c'est les premières réactions, effectivement. Quand on me dit quoi, autiste? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es autiste? Et que je dis il y a ça, ah ben moi aussi, et il y a ça, ah ben moi aussi, ah il y a ça, ah ben moi aussi. Je pense que la différence, effectivement, est invisible dans le sens qu'elle se vit intérieurement de façon excessivement différente des autres, sans que les autres s'en rendent compte, puisque ça ne se voit pas. En fait, du coup, pour définir l'autisme mieux, c'est vraiment un fonctionnement neuronal différent pour le coup, alors que le haut potentiel n'est pas un fonctionnement neuronal différent, c'est juste plus performant, plus de rapidité, plus de mémoire, plus de, oui, de, voilà, c'est à partir, on dit à partir de 130, mais il y a un continuum. Dans l'autisme, il y a une différence dans le traitement des informations, déjà dans la perception, la façon de percevoir, ensuite de traiter l'information et ensuite de la restituer. Et ça se joue énormément en termes d'intensité. Donc, moi, la façon parce que j'ai peur de dire des choses qui sont généralisantes, mais en tout cas, la façon dont moi je vis l'autisme, et j'entends ça énormément, c'est comme si on avait une peau diaphane, comme ça, transparente et poreuse. On reçoit les stimuli de façon beaucoup plus intense, on en reçoit plus à la fois, et on a du mal à mettre de l'ordre dans tout ça. C'est-à-dire que on a besoin de se focaliser sur des détails, un à la fois, pour pouvoir comprendre les choses avant d'en venir à une vue d'ensemble. Alors qu'une personne non autiste va d'abord avoir une vue d'ensemble et va ensuite aller vers les détails. Je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais un exemple, c'est une personne non autiste, quand elle va décrire une image, elle va dire « il fait beau », parce que il y a peu de nuages, il y a du soleil, il y a ça. La personne autiste, elle va dire, alors, je vois un soleil, et elle va commencer à décrire. Les rayons sont, et puis elle peut se perdre dans les détails en disant, mais c'est pas normal que les rayons soient comme ça, parce qu'en fait, le soleil, parce qu'elle est dans le perceptif en premier lieu, plutôt que de la compréhension globale, et elle est vraiment dans la recherche incessante cognitive de comment fonctionnent les choses, alors que la personne autiste, elle va chercher à décrire la chose pour entrer en interaction avec les autres. Ce qui compte, c'est le social pour la personne autiste. Non autiste, aliste. Pour la personne autiste, euh, c'est la perception, la compréhension cognitive. Donc c'est une toute autre façon d'être au monde qui part presque d'un autre biais pour arriver à même quelque chose de différent dans la façon de restituer l'information.
on peut pas l'expliquer vraiment autrement. Enfin, si, il y a plein d'autres explications, mais je veux dire, c'est un fonctionnement neuronal différent qui fait que on peut pas dire on est tous un peu autistes, dans le sens que la personne autiste va être tellement facilement envahie par les stimuli, va avoir tellement de, de difficultés à ordonnancer tout ça et à inhiber certaines choses pour se focaliser sur quelque chose. Elle va tellement être dans la réception de tout à la fois qu'elle peut très facilement être en surcharge. Mais la surcharge d'une personne autiste, c'est pas oh là là, j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'ai besoin de m'asseoir. C'est une crise autistique, par exemple. Ça veut dire qu'il suffit pour elle d'avoir travaillé pendant 3 heures parfois pour que quelqu'un ensuite vienne lui demander quelque chose et qu'elle a envie de pleurer, ou elle a envie de crier, ou il y a un problème qui lui arrive en plus, elle n'arrive pas à trouver quelque chose, et elle fait comme une sorte de crise de nerfs, on pourrait dire, mais en fait c'est une crise autistique. Donc il y a un degré de possibilité d'arriver à la surcharge qui est beaucoup plus rapide chez la personne autiste. Par Hmm. exemple, le supermarché, ça peut être quelque chose de impossible pour certaines personnes autistes, ou certaines y arrivent avec un casque anti-bruit et en prenant vraiment leur temps, mais elles peuvent être dépassées quand tout à coup il faut rapidement à la caisse, tout ranger et tout, et se dire, mais si elles savent pas qu'elles sont autistes, elles peuvent voir que les autres fonctionnent très rapidement, arrivent à faire plein de trucs à la fois de façon automatique. Et en fait, ça, c'est une autre façon aussi de comprendre l'autisme qui fait que c'est complètement différent. C'est la différence entre le cerveau automatique et le cerveau manuel, qui s'explique, par exemple, en regardant la différence entre la voiture automatique et la voiture vitesse manuelle. Euh, si une personne a appris uniquement à conduire avec une voiture automatique, tout à coup, elle rentre dans une voiture vitesse manuelle, elle va prendre du temps pour se dire, attends, mais comment je sais quand il faut changer de vitesse? Et, ah oui, faut pousser sur une pédale d'embrayage, je savais pas. Il faut pas que j'oublie ça. Donc, je appuie sur la pédale. Et à quel moment je sais que je vais changer? Je sais pas. Et puis finalement, ça devient automatique. Et elle conduit sans même penser qu'elle change les vitesses. Chez une personne autiste, les choses ne sont pas automatiques. Tout est manuel tout le temps. C'est-à-dire qu'elle doit à chaque fois réfléchir à comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les interactions sociales. Elle se retrouve face à des gens qui, ah oui, c'est vrai, il faut dire bonjour, par exemple. Ben quoi? Ça fait 50 ans que tu sais qu'il faut dire bonjour. Maintenant, je continue d'écrire des messages, moi, en commençant tout de suite par ce que je veux dire, parce que c'est intéressant, et je dis, mais c'est bon, bonjour, bonjour. Est-ce que vraiment c'est authentique le fait que je souhaite une bonne journée à cette personne? Est-ce que c'est important d'abord? Voilà. Donc, c'est la personne autiste, elle va directement au but en fait. Il y a quelque chose de brut chez elle, qui brut pas brutal, brut comme l'enfant. À Oui. l'enfant, on apprend les codes sociaux. La personne autiste, elle doit les apprendre toute sa vie parce qu'il y a quelque chose de direct et ça l'emmerde de passer par tous les. Mais alors que les autres personnes, elles ont l'habitude tellement de passer par des circonvolutions que elles entrent aussi parfois dans des messages codés, dans des non-dits, dans des oui, mais c'est évident. Si je te dis ça, évidemment que ça veut dire ça. Ah ben non, c'est pas évident pour Hmm. moi. Moi, je veux les faits, je veux ce qui est perceptible, voilà, comme un enfant. D'où cette difficulté, cette impression parfois chez l'enfant quand tout à coup il entre dans l'adolescence, 14, 15 et en particulier 16 ans, donc justement c'est ce qui m'est arrivé, il se sent complètement dépassé, il se dit mais moi je reste un enfant dans ma tête. Mais il y a quelque chose de ça chez l'autiste. Ouais, tu exprimes en fait le besoin finalement d'un véritable apprentissage. Donc, il faut intellectualiser les choses pour justement être en mesure de suivre les codes sociaux. Alors que pour quelqu'un évidemment qui n'est pas autiste, ben, il a très vite compris, il l'automatise, ça devient finalement instinctif. C'est ça en fait un petit peu la différence peut-être aussi. Et c'est vrai, ce qui est intéressant aussi quelque part pour faire comprendre la différence d'intensité. En termes de difficultés, Julie Dachet a un bel exemple, je trouve, en disant, mais on peut tous, à certains moments, être essoufflés. C'est pas pour autant qu'on est tous asthmatiques.
Et je trouve que c'est intéressant aussi de montrer la différence entre quelqu'un qui de fait est essoufflé de temps en temps, ce n'est pas l'asthmatique, mais pourtant, mais effectivement en termes d'intensité, il y a quelqu'un qui est réellement, là pour le coup évidemment, souffrant de l'asthme et qui lui, de manière, je dirais, récurrente, souffre effectivement d'essoufflement Oui. pour en rien. Donc c'est intéressant de montrer cette distinction de cette façon-là aussi, de façon imagée pour bien comprendre. Mais si on veut en revenir maintenant à toi, Sophie, et finalement, pour ce qui te concerne, cette différence invisible, tu l'as finalement vu, cette différence, à quel moment et finalement dans quelles circonstances où tu t'es dit, bon ben là maintenant, ok quoi, j'ouvre les yeux et j'y vois clair. J'ai tourné autour du pot pendant bien 10 ans. Donc il y a eu des petits moments comme ça où à chaque fois que je parlais de ça, les gens disaient non, bah alors, si toi t'es autiste, tout le monde est autiste, certainement pas toi, etc. Sauf mes très proches, hein, parce que quelque part, voilà, ceux qui vivent avec moi, ils voient certaines choses que je montre pas à l'extérieur aussi. Ces moments on part en vacances et puis je fais 2 jours de fièvre à l'arrivée, tellement c'était dur pour moi, et ou bien parfois j'entre dans des formes de presque de tétanie où j'arrive plus à bouger tellement je suis fatiguée. Je dis bah dis donc, voilà. Et puis je sais plus pourquoi j'avais acheté la BD La différence invisible de Julie Dachet, et il y a une de mes filles qui l'a lu et qui dit mais ça te décrit toi maman. Et puis pourtant je l'avais lu et puis je la relis et je dis non mais pas à ce point-là. Et en fait je me rends compte aujourd'hui qu'on n'a pas un regard objectif sur soi. On passe son temps à penser que non pas à ce point-là. Et il y a aussi une forme de déni, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir. À partir du moment où il faut voir, parce que quelqu'un me dit, voilà, le diagnostic est posé, alors là, je suis obligée de jeter une lumière sur ma vie en me disant, ah, ok, alors c'est pour ça que ça, c'est pour ça que ça, c'est pour ça que ça, effectivement, quand même, c'était vraiment difficile, les interactions sociales. En fait, depuis toute petite, ah, qu'est-ce que je détestais les anniversaires. Je m'en étais pas rendu compte. Tu m'aurais dit, t'aimais bien aller aux anniversaires. Ben, évidemment, un bon gâteau, mais je comprenais rien. Il y avait des danses, des jeux, j'avais pas envie. Et j'oublie ça. Parce que ça ne peut pas être. Quand les choses ne peuvent pas être, on les oublie, en fait. Donc, je n'avais pas d'objectivité sur moi-même. Jusqu'au moment où, euh, donc en fait, ce que j'avais déjà compris, c'est que Joachim était autiste. Donc, je m'étais dit, je vais attendre qu'il soit plus âgé parce que euh, quand on est enfant, il y a des particularités, on se dit, bon, bah, ça va évoluer, ça va changer, c'est un enfant, c'est normal, il est timide, il est particulièrement sensible, ah, il a l'air hypersensible, il est peut-être au potentiel, alors que ça n'a rien à voir ensemble, maintenant on sait, etc., etc. Euh, et là, je m'étais quand même dit, bon, je vais attendre qu'il ait 16 ans, parce que là, ça se voit beaucoup plus, ou même adulte, à la rigueur, juste avant les 18 ans, parce qu'il n'y a pas de possibilité de diagnostic chez les adultes, ou quasi pas en Belgique, ce qui est un autre sujet qu'il faudra aborder, parce que c'est scandaleux. Et donc, je m'étais dit, juste avant 18 ans, je vais l'inscrire à un endroit et je pense que là, il recevra le diagnostic, parce que vraiment, j'en étais sûre. Mais du coup, comme ça se voyait de plus en plus chez Joachim, en tout cas si on vit avec lui, il y a une de mes filles qui a commencé à investiguer aussi et qui m'a dit, maman, c'est bon, j'ai compris que j'étais autiste. Et j'ai eu cette réaction horrible qui est de dire, écoute, si Joachim n'a pas été diagnostiqué, je pense pas que ça peut te concerner. À mon avis, c'est plutôt ça ou ça ou ça chez toi. Et ça a été très douloureux pour elle. J'ai pas compris pourquoi c'était si douloureux. Maintenant, je comprends. Et donc, elle a fait les choses de son côté. En Suisse, où ils sont un peu plus avancés qu'en Belgique, je suis désolée, c'est comme ça. Et elle a reçu son diagnostic. Et donc là, pour moi, ça a été une bombe. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand elle m'a dit, maman, j'ai reçu mon diagnostic, je suis autiste, ça, il y a quelque chose qui a éclaté dans ce que je retenais comme, non, 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 en fait, c'est les traumas chez moi, non, mais en fait, c'est ça, c'est ça. Je retenais quelque chose, et puis, bam, ça, il n'y avait plus de possibilité de retenir quoi que ce soit, ça avait éclaté. À l'instant, là, j'ai compris que j'étais autiste. Et ça m'a bouleversée très, 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 très profondément. Mais il y avait comme deux Sophie. Donc, il y a une part qui a compris et l'autre part qui avait trop peur de jamais être diagnostiquée et qui passait son temps à essayer de voir en quoi je pouvais ne pas l'être quand même
pour ne pas être déçue si j'étais pas diagnostiquée. Parce que là, à ce moment-là, c'était pour moi une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que j'arrivais pas à sortir de ma fatigue, de mes moments de sortir de tout ce que je pensais être des conséquences du trauma. J'avais envie d'avoir une vie professionnelle épanouie, de faire plein de projets. Je me disais, il faut que je sorte de mes traumas pour y arriver. C'est presque trop tard. Là, j'ai déjà passé 50 ans. Ah, c'est trop tard, horrible. Donc, j'étais dans une espèce de forcing qui me déprimait complètement et qui m'emmenait, en fait, dans une pente descendante, quoi. Et je sais plus ce que je disais. Non, mais ça veut dire, Sophie, que quand tu as suffisamment quelque part d'assurance intérieure pour te dire, de fait, je dois voir les choses en face, je suis autiste, ça veut dire que pour en arriver là aussi, quelque part, tu as lu les signes de l'autisme à la lumière de ta propre histoire. Donc ça veut dire quelque part que tu refais une lecture de ton passé. Comme moi j'ai fait un petit peu une relecture de ton livre à la lumière de ce que nous allons dire aujourd'hui. C'est vrai que ces mots évidemment que j'ai lus à l'entame de notre entretien, moi me parlaient très fort évidemment à la lumière de ce que je sais maintenant de toi. Et donc j'imagine, relu. Comment tu as fait concrètement et Hein. comment tu as vécu cette relecture et par rapport à quel signe particulier tu t'es dit, oui, dans mon histoire passée, telle et telle chose, je les comprends maintenant, c'était donc ça. Ça, je l'ai fait après avoir reçu le diagnostic. J'ai pas osé le faire sans avoir le diagnostic, comme si je ne me permettais pas d'aller jusque-là, de peur d'être trop déçue. Et donc, ce que je faisais plutôt, c'est par rapport à mon présent. Je me disais, mais c'est pour ça que j'ai tellement besoin d'être dans ma chambre, d'être seule, complètement seule, le plus de temps possible. C'est pour ça que, euh, tu vois, quand j'ai commencé à lâcher un peu sur le fait que je pouvais être autiste, je me rendais compte combien ça me faisait du bien de me balancer, de, il y a quelque chose que je fais régulièrement, c'est tirer sur mes sourcils pour les arracher, ou sur mes cheveux, ou mordre ma langue. Parce qu'en fait, c'est des choses socialement acceptées. Les gens, parfois, tirent leurs cheveux, ou se mordre la langue, ça se voit pas. Et une fois que j'ai compris que peut-être qu'en fait, j'étais autiste, j'ai commencé à faire d'autres choses qui sont socialement pas acceptables, qui sont ça. Je fais tourner mes doigts auprès de mon oreille et j'écoute le bruit et ça m'apaise énormément. Et en fait, quelqu'un fait ça, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'était bizarre, quoi. Hein? Alors que, Oui, donc on masque, quand on ne sait pas quelque part ce dont on est, j'allais dire ce dont on souffre, mais on m'entend bien, c'est quelque part on masque parce que de nouveau on veut correspondre à la norme et ne pas se différencier, alors que quelque part ce que tu es en train d'expliquer, c'est que quand tu sais ce que tu as, ben finalement c'est ton identité et donc quelque part ça te libère aussi. oui, et c'est beaucoup mieux de faire ça que de se mordre la langue parfois jusqu'au sang, ou Ouais. parfois je me grattais aussi hein, jusqu'à me faire mal, parce que dans le chaos ambiant des stimuli et l'intensité des stimuli, j'ai besoin de me concentrer sur un truc très proche, comme ça, ou bien alors la douleur sur mon corps, ça me ramène à moi. Ça s'appelle une régulation émotionnelle, un recentrage. Et les gens, il y a des gens qui ont inventé par exemple l'EFT, où tu fais des tapotements comme ça. Mais c'est de l'eau, c'est du steaming autistique, ça, en fait. Et je suis presque sûre que la personne qui a inventé ça, elle était autiste, en fait. Donc, l'être humain a, mais parfois aussi, même les non-autistes, ils font des trucs où ils font comme ça. Enfin, je sais pas, il y a, ça, faire comme ça ramène au corps, ça ramène au rythme cardiaque, ça recentre. Oui, oui, Donc, bien c'est sûr. pas quelque chose de complètement fou, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais d'où aussi la question tout à l'heure, évidemment, parce que c'est complètement fou, mais en même temps, l'autisme, c'est encore autre chose, et d'où l'intérêt, évidemment, aussi de se dire, bah oui, les non-autistes ont également des comportements similaires, mais c'est pas pour autant, effectivement, que, il n'y a pas de différence entre les autistes Non, non, non. et les non-autistes, évidemment. Donc, C'est sûr que le steaming chez les autistes, il est quand même particulier. Je veux dire, hmm. moi, je passe beaucoup de temps debout à me balancer comme ça. Ça va encore, mais il y a certaines choses. Ben, quand j'étais enfant, alors là, c'était ben, j'avance un peu parce que je voulais parler d'autre chose, mais quand on partait en voyage, comme par hasard, tu vois, il n'y a aucun lien qui était fait jusqu'à maintenant. Mais maintenant, je fais le lien avec le fait de quitter le connu, d'aller vers l'inconnu. Donc, on rentre de nouveau dans un chaos où euh,
comme tout est manuel, il va falloir remettre les choses ensemble. Où est-ce qu'on va, dans combien de temps on arrive, qui seront les gens qui seront là. Il faut tout faire manuellement, il faut tout ordonnancer et tout est reçu avec intensité. Donc quand c'est inconnu, ça peut être angoissant. Donc il y avait de l'angoisse. Je faisais comme ça contre le siège de la voiture. Ça me calmait. Dans l'avion aussi, il fallait demander à la personne derrière si ça le dérangeait pas que pendant le décollage, je fasse comme ça, quoi. Mhm. Et j'avais jamais fait le lien avec l'autisme. Euh, donc voilà. Donc j'ai pas fait cette relecture-là tout de suite. Je pensais plutôt à mon présent et je me retenais de vraiment voir que ça pouvait me concerner. Je t'avoue que encore maintenant, je suis en train d'apprivoiser le mot, hein, parce que moi aussi, autisme pour moi égale handicap, égale personne déficiente sociale, déficiente mentale, personne avec qui on n'arrive pas à entrer en communication, euh, euh, personne qui se comporte de façon très bizarre, etc. Donc j'essaye encore de coller le mot avec moi Mhm. encore maintenant. Ça prend, je pense, que ça prend beaucoup de temps. Par contre, j'ai pas de doute, mais je suis en train de changer mon regard sur l'autisme, en fait, plutôt que mon regard sur moi. Euh, et donc, euh, j'ai attendu d'aller voir un psychologue qui m'a été conseillé. Donc cette fois-ci, j'ai été j'ai d'abord été En trouver Belgique. quelqu'un en Belgique. J'ai été trouver quelqu'un, une femme qui a une fille autiste et qui habite pas loin de chez moi du tout. Je me suis dit, bon, comme la personne qu'on m'a conseillée, elle est à Liège, c'est à plus d'une heure de chez moi, je vais d'abord aller voir cette personne tout près. Ça a été une expérience atroce parce que je suis arrivée et elle m'a posé aucune question. Elle m'a dit pourquoi vous venez. J'ai dit, bah voilà, suspicion d'autisme. Enfin, je pensais que c'était que ça qu'elle faisait, mais peut-être qu'elle m'a demandé qu'est-ce qui vous fait penser à ça, mais chaque chose que je disais, elle le reliait à autre chose. Donc c'était de nouveau éclaté. Je disais quelque chose, elle disait, ah, mais ça c'est de l'hypersensibilité. Vous pouvez être hypersensible sans être autiste. Ok. La fatigue chronique, ah bah, c'est lié à votre fibromyalgie. La, l'anxiété, ah bah, c'est lié à vos maltraitances. Euh, le fait que ça tourne en psychie dans ma tête au niveau des idées qui vont dans tous les sens, ah, mais vous êtes peut-être au potentiel, etc. Donc il y avait des pièces de Mhm. puzzle détachées et elle me pose elle-même aucune question. C'est dire comme on est vraiment à la ramasse en Belgique, ça me révolte. Et puis à la fin, elle me dit, mais vous savez, moi j'ai une fille autiste, donc je sais ce que c'est. Et en fait, l'autiste ne s'intéresse même pas à l'autre, aux besoins de l'autre. Donc il se trouve qu'elle a une fille qui a soit un trouble de personnalité narcissique en plus, soit qui a d'autres troubles ou enfin qui est fermée peut-être, j'en sais rien, qu'est-ce qu'elle a d'autre, mais manifestement, dans les études qui sont montrées, une personne autiste est capable d'entrer en interaction sociale, de dialoguer, de regarder, même si c'est plus difficile, parce qu'elle doit se concentrer, puisque tout est manuel, elle doit se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est un peu plus difficile de regarder la personne en parlant, mais par contre en écoutant, elle peut tout à fait et etc., etc. Donc, cette personne qui s'occupe de faire des diagnostics d'autisme en était là. Alors, du coup, je suis revenue à cette association qui m'a dit, non, mais allez voir, je peux dire son nom, oui, hein, il n'y a pas de raison, Oui, il n'y a pas de raison, bien sûr. Marco Di Duca. Donc voilà, il y a aussi Véronique Vranken, je crois qu'elle s'appelle, mais elle n'est pas en Belgique, ou elle est dans la région de Luxembourg, en Belgique peut-être, qui fait aussi des très bons diagnostics et qui sont des personnes qui ont vu des centaines, des centaines, milliers peut-être d'autistes depuis des dizaines d'années et qui ont vraiment le nez pour ça. Voilà. Donc j'ai été voir cette personne-là, quitte à faire 1 heure et quart de route, ce que je déteste, parce que moi, quand je suis en voiture, et c'est pas anodin ce que je dis, parce que ça fait partie de l'autisme, je pense, ben, tout est manuel. Donc c'est extrêmement, excessivement difficile pour moi de conduire. Le fait de faire attention aux pédales, et j'ai une voiture automatique, sinon j'arrive pas. Aux différentes pédales, à mon volant, à la route, à la personne devant, à la personne derrière, à la personne qui me dépasse, au panneau de signalisation, à mon chemin, au bruit ambiant, c'est une horreur. Et arriver dans une ville que je connais pas, Mhm.
c'est une horreur. Et maintenant, j'emploie les mots justes, tu vois. Avant, je me disais, mais on n'exagère pas, Sophie, fais pas ta chochotte Hmm. non plus. Mais Hmm. c'est une horreur, c'est un Hmm. enfer, c'est terrorisant. Là, c'est clair, c'est net. Mais ah, Ça fait la du personne, bien. oui, la personne autiste, c'est Non, mais intense comme j'entends, c'est ça. vrai que ça fait du bien pour mettre les mots justes, justement de plus être dans le masquage. Oui. Et Hmm. puis, tout essayer de ouater pour pas déranger les autres. Et entre-temps, Hmm. c'est nous-mêmes qui subissons ça. Et on doit, c'est comme l'enfant qui pleure et on dit ça va, c'est bon, allez, c'est fini. Mais à l'autiste, on passe son temps à lui dire ça. Soit on lui dit, bah, fais un effort, alors qu'il fait que ça tout le temps. Soit on lui dit, bon, t'exagères, t'en fais trop, là, maîtrise-toi un Hmm. peu, alors Hmm. qu'il peut pas, parce que c'est une crise, ça se maîtrise pas, etc. Ouais. Et donc, Sophie, il y a ce fameux Oui. diagnostic qui est tombé. Attends, attends, le diagnostic ne tombe pas tout de suite. Non, je te laisse faire tomber toute seule. Donc, j'arrive chez ce monsieur. J'étais assise en tailleur dans sa salle d'attente. Il l'a relevé. C'est marrant parce que une personne autiste, moi, je n'ai même pas cherché le lien, mais je crois elle a plus de laxité. Comment est-ce qu'on dit? Elle peut être rigide dans sa façon de se mouvoir, mais plus souple au niveau articulaire. Tu vois, il y a des choses même physiques qui se jouent. Et donc, elle est très bien en tailleur ou assise en position fœtale, tout ça, et elle n'aime pas être assise sur une chaise. Bref, c'est des détails, c'est pas comme ça pour Hmm. tous, hein, mais le spectre est vraiment très large. Ouais. Et il faut voir aussi ce que signifie spectre, ce serait important d'en Hmm. parler. Mais Oui. euh, donc, je suis entrée et cette fois-ci, il m'a posé des questions, il m'a laissé parler, il m'a écouté pour la première fois. On n'a jamais fait ça avec Joachim, mais on n'avait jamais fait ça avec moi. Euh, donc, il m'a posé pour moi les bonnes questions, quoi. Et puis, à la fin, il dit, oui, ça vaut vraiment la peine de faire un bilan. Je comprends pas comment on a fait pour ne pas voir. Chez vous, je peux pas vous donner la conclusion tant que j'ai pas fait le bilan, mais sachez que il y a des fortes chances qu'on aille vers le bilan de TSA. Et étonnamment, ben, je retiens rien. Là, j'ai pleuré, c'est sorti tout seul. Et j'ai dit cette phrase qui m'a étonnée moi-même. Ça fait 50 ans que j'attends ce moment. Donc ça, c'était la petite Sophie derrière qui savait, qui était en train de Hmm. parler et que j'écoutais, me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc, tu vois, il y a, j'étais clivée, dissociée ou clivée toute ma vie. On peut pas être dissocié ou clivé sans être déprimé, parce que tu peux pas vivre à côté de ta vie sans être déprimé d'une façon ou d'une autre. Et là, j'étais en train de me retrouver et de pouvoir être moi. Ça a été un moment absolument incroyable. Ensuite, il faut attendre longtemps, il faut faire plusieurs séances avec plein de tests dans tous les sens. Entendre les proches ou pas. Lui, il laisse très libre par rapport à ça, répondre à des questionnaires à n'en plus finir, jusqu'à ce que le diagnostic tombe. Et alors là, quand le diagnostic est tombé, j'ai eu un moment de tétanie, donc ça arrive très souvent chez la personne autiste. Elle vit ces moments de surcharge émotionnelle de façon très différente les unes des autres ou selon les moments, mais moi, ça peut être la tétanie, donc je bouge plus, je dis plus rien, je fais plus rien. J'entends à peine ce qu'on me dit et puis après je reviens à moi et et puis j'ai posé plein de questions parce que j'avais du mal à y croire. Donc on a refait un rendez-vous après, et curieusement, hein, puis voilà, ça prend du temps quand même de sortir d'une dissociation. Et, et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que la fois suivante, quand j'ai essayé d'invalider tout ce qu'il disait en disant oui, mais est-ce que ça pourrait pas, oui, mais est-ce que vous êtes sûr que parce que quand même, nan, et mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, etc. À un moment donné, il m'a vraiment regardé dans les yeux. Il a dit, Sophie, je n'ai aucun doute vous concernant. Et ça a été comme quelqu'un qui me prend la main alors que je suis en permanence en train de presque me noyer. Et il me prend la main, je sors de la noyade et je commence ma vie, quoi. Ma vie, ma vraie vie, quoi. Là, en fait, Sophie, quand je t'entends, c'est quelque part, pour le coup, quand on te met une étiquette, au lieu de te stigmatiser, ça te libère parce qu'on met un nom sur ce que tu vivais sans comprendre, c'est-à-dire quelque part sur cette part manquante. Et Ça moi, n'a, oui, pardon. et moi, de nouveau,
mais tu dis évidemment librement ce que tu en penses. Mais c'est vrai que moi, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de nouveau de revoir aussi, on va en parler tout de suite, mais ton passé, justement, c'est quand même cette pièce maîtresse aussi qui était peut-être aussi une part manquante qui avait besoin d'être dite, c'est ton livre étouffé. Étouffé, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Mhm. C'est vrai. Alors, d'abord, je veux parler du terme étiquette, qui m'insupporte au plus haut point. J'utilise les mots juste mal. Tu sais que le psychologue m'a donné une définition que j'aime énormément de l'autisme. Il dit c'est le syndrome du monde intense. Hmm, C'est magnifique. Et on me l'a reproché très souvent quand j'étais enfant. Tu es trop intense. hmm. C'est terrible de se sentir inadéquat. Pas assez ou trop. Pas assez Hmm. parce que trop. Du coup, on n'arrive pas, etc. C'est peut-être une des blessures les plus profondes. Se dire, bah, non, tu ne devrais pas être qui tu es. Comment veux-tu ne pas être qui tu es? Te raboter. Ouais. M'étouffer, Hmm. pour revenir à ce mot. Mais pour revenir au mot étiquette, ça a tellement rien à voir avec une étiquette. Une étiquette, tu la plaques sur un pot. Quand on me dit vous êtes autiste, on me parle de ce qu'il y a à l'intérieur et que la lumière qui est au cœur, qui est restée l'angle mort toute ma vie et qui tout à coup s'illumine et éclaire tout le reste. C'est l'inverse d'une étiquette. C'est voilà comment tu fonctionnes, voilà pourquoi tu es comme ça et tu dois pas passer ton temps, un, à essayer de changer, deux, à te culpabiliser de ne pas arriver à changer, et trois, à t'excuser auprès des autres d'être qui tu es. Tu es comme ça. C'est les autres qui ont un problème à pas t'accepter, c'est l'environnement qui ne te correspond pas, et tu dois pas chercher à changer. C'est un peu le soleil inversé dont parle Christian Bobin que j'ai voulu absolument mettre dans le générique et je pense que il est de fait très en phase avec ce que tu dis maintenant et ça fait penser aussi à autre chose peut-être. Je sais pas si vous voyez en termes de différence, mais c'est peut-être quand même à mon sens une différence aussi importante entre les autistes et les non-autistes, c'est que quelque part les autistes ont un monde intérieur extrêmement fort, extrêmement profond qui leur permet justement d'aller au cœur de la vie, dans leur noyau le plus intime, et du coup de rejoindre d'autres qui se posent des questions semblables, alors qu'un non-autiste aura, lui, peut-être plus de facilité justement à être dans le verbiage, dans l'extérieur, dans les relations justement sociales, et du coup d'être parfaitement à l'aise comme poisson dans l'eau, dans les codes sociaux. Mais dès qu'on lui dit Ok, mais qu'est-ce que tu fais? Sa réponse sera peut-être ben, je suis médecin ou je suis dentiste ou je suis professeur, sans dire concrètement, mais concrètement, qui es-tu? Parfois, en fait, on peut entendre ça aussi quand on pose une question de ce type-là, trop personnelle. La personne, en fait, elle est mal à l'aise avec cette question. Elle ne sait pas comment Ouais. se dépatouiller quelque part. Alors qu'un autiste, quelque part, s'il est en relation avec un autre du même, de, j'ai envie de dire du même acabit, euh, on se rejoint, finalement, il sera lui comme un poisson dans l'eau et il aura directement envie d'aller au plus intime, au plus profond, au plus vrai, dans cette part justement qui ne se dévoile que si on s'y intéresse véritablement. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser à l'expression «Oh, salut, ça va?» Ouais. Et moi, je continue encore aujourd'hui, quand on me dit ça va, d'abord à oublier de dire oui et toi, Oui, c'est un mécanisme ça, mais parce que à ce moment-là, je trouve que c'est pas adéquat de demander comment va l'autre, parce que je suis juste en train de passer, donc je vais pas lui demander comment ça va. Mais en fait, c'est aussi parce que moi, quand je demande ça va, je demande vraiment ça va, comment ça va. Hmm. Et donc, parfois, quand la personne me dit ça va, je commence à lui raconter ma vie, et il est hyper mal à l'aise, parce qu'il voulait pas du Oui, tout ben savoir oui. comment je vais. Ah oui, non, c'était pas la question. C'était juste C'était bonjour. juste, oui, c'est ça. C'était pour faire pour juste faire un petit lien. Mais je veux dire, oui, c'est purement le code social. Mais du coup, si Sophie, en fait, tu me parlais tout à l'heure en disant non, non, il a fallu attendre le diagnostic précisément pour relire mon Oui. histoire passée. Et donc,
comment tu peux expliquer en fait, comment ça se passe en fait, cette relecture du passé, comment ça se passe, quelle est cette traversée quelque part, qu'est-ce que ça génère éventuellement comme angoisse, comme doute encore, ou au contraire comme affirmation de soi et de rencontre pour le coup avec soi en se disant, mais oui, tel était l'événement du passé, anodin à l'époque ou pas anodin du tout, maintenant je le relis en fait différemment et ça m'éclaire sur ma personne. Je suis en train de continuer encore à faire ça maintenant. Euh, c'est très, très bouleversant. J'ai vraiment l'impression que les gens sont passés à côté de moi et moi-même avec. Et c'est très, très bouleversant de voir certaines choses que j'ai dû encaisser, que j'ai dû traverser, que j'ai dû vivre alors que c'était trop pour moi, que j'ai pas été comprise et tout ça. Et surtout la culpabilité. Combien je m'en suis voulu de pas parvenir à faire ce que les autres faisaient, de pas parvenir à, surtout à partir de l'âge de 15 16 ans, pas parvenir à, dans les soirées, dans les fêtes, dans les moments entre jeunes, de pas entrer en relation avec les autres, de me retrouver finalement à m'accrocher à une personne qui était un peu comme moi. Je saurais jamais si elle était autiste ou pas, parce que je n'ai plus revu les gens, je déménageais tout le temps, mais ça m'étonnerait pas que du coup, cette personne était aussi, en tout cas atypique, si pas autiste, et on s'accrochait l'une à l'autre pour survivre sur le petit naufrage au milieu d'un océan d'incompréhension, quoi. Enfin, je sais pas si c'est ça ta question, mais je Oui, suis oui, encore bien en sûr. train maintenant de me dire, effectivement, ben donc les crises de nerfs que je faisais, c'était pas des crises de nerfs, c'était des crises autistiques parce que c'était trop pour moi. Les, la fatigue, l'épuisement chronique que j'ai depuis je sais plus quand, ben ça vient de là. Et puis, si j'avais su, surtout, si on avait su, j'aurais pu avoir une vie tellement plus adéquate. Mais en fait, il est jamais trop tard parce que je me rends compte maintenant que je me légitime dans mon autisme, que je suis en train de mettre en place une vie qui me correspond enfin et que ça, je retrouve la pêche comme j'avais pas avant. Je retrouve, euh, oui, une joie de vivre en fait que j'avais pas avant. Et c'est ce qui est très contradictoire, c'est que ce qu'il me fallait, c'est la solitude. Et en fait, on se dirait, ben, il y a rien de plus déprimant que d'être seul. Mais enfin, j'ai quand même 5 enfants et un mari, donc je suis quand même presque tout le temps au milieu des gens. Et il me manquait ces immenses plages de solitude pour me ressourcer, pour me sentir bien et surtout pour maintenant, tout à fait me légitimer de ne pas accepter des invitations, de partir quand ça va pas pour moi, de mettre mon casque anti-bruit, de dire dans certaines circonstances euh, au coiffeur, j'ai besoin qu'on arrête la musique là, parce que sinon je vais pas pouvoir rester, etc., quoi. C'est embêtant, ça, oui. Ce serait embêtant de partir avant de payer, non? Ah, on est en coupé que d'un côté, Oui, c'est ça. Je vous dois quelque chose. la moitié. Mais ce qui est émouvant en fait dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est s'autoriser à être soi quelque part. Donc quelque part, on colle en fait à ce qu'on a toujours été, qu'on n'osait pas véritablement être, parce qu'il y a une partie de soi qu'on ne comprenait pas. Donc ça fait penser évidemment aussi au diagnostic tardif, mais comme tu dis, mieux vaut tard que jamais. Et ça fait penser parfois à ce que l'on appelle dans d'autres circonstances, mais ici je trouve que c'est pour le coup c'est vraiment ça, c'est vraiment une naissance en fait. Il y a la naissance biologique et puis ici il y a vraiment la naissance à soi qui finalement se fait ici à 50 ans quand cette part de soi qui nous manquait finalement et que c'est cette part justement essentielle, finalement elle est là quoi et tout s'éclaire, tout se comprend et c'est véritablement ta colonne vertébrale quelque part qui est structurée pour le coup. C'est vraiment ton identité quoi, je veux dire, c'est Oui, 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 c'est vrai mais que oui, bon, et du on est coup, d'abord une. Pardon. non, non, Ouais. mais du coup, c'est vrai que j'ai vraiment envie de te faire réagir par rapport à ça en te disant, mais j'imagine l'intensité que ça doit être à un moment donné, dans son intérieur,
entre soi et soi, se rendre véritablement compte qu'on est passé, comme tu disais, à côté de ta vie, et d'ailleurs dans Étouffé, tu le dis aussi, pour un moment donné te dire, mais je commence en fait à prendre ma vie plus qu'en main, quoi. Je l'intègre, je la fais mienne pleinement. C'est vraiment ça, oui. C'est ça, et c'est mon être plus que ma vie, je dirais, mais donc ma vie, mon être donc ma vie. Et en fait, soi-même, on a du mal à se comprendre et à se connaître. Parfois, on a besoin d'explications, surtout quand tous les autres fonctionnent différemment. Et donc, j'aurais pas pu forcément sucer de mon pouce toute seule certaines choses. Par exemple, je donne un exemple. Quand il y a plein de gens dans la maison, des invités et tout ça, et que je me sens tout à coup épuisée, je vais un petit moment dans mon bureau pour souffler, et puis je fais une petite recherche sur Internet que j'avais envie de faire, et tout à coup je tombe sur des articles passionnants sur un sujet qui est mon intérêt restreint du moment, donc et je retrouve toute mon énergie. Et avant, j'aurais pu dire, ben alors à quoi tu joues là? Tu t'occupes Hmm. pas des gens qui sont ou tu t'occupes pas de tes corvées, du linge et tout, alors qu'en fait tu as de l'énergie, vas-y, retourne à tes Hmm. corvées. En fait, non. Les fonctions exécutives, comme on dit, sont extrêmement compliquées pour les personnes autistes et elles ont besoin d'aller dans leurs intérêts restreints, qui sont souvent très intellectuels, pour avoir de l'énergie. C'est un besoin vital. C'est pas parce que je suis chochotte et que, tu vois, quand j'avais les enfants petits, je me disais, ben, je regrettais énormément de plus pouvoir faire de la philosophie. Je me disais, mais quel enfant gâté tu es, quoi. Il y en a qui font, c'est leur métier de faire le ménage, et puis t'es là, ça t'ennuie de changer des couches, mais vas-y, prends sur toi et fais pas ta petite princesse, quoi. Et en fait, c'est pas une question de princesse, c'est pas une question de chochotte, c'est pas une question de paresse. C'est le fonctionnement neurologique qui fait que les fonctions exécutives sont beaucoup plus difficiles et que plonger dans un intérêt restreint peut amener d'ailleurs à des performances gigantesques qui peuvent être utiles à la société et qui sont, à mon avis, non utilisées, non exploitées de façon dramatique par la société. Parce qu'une personne autiste, comme elle n'est pas dans la superficialité et les relations sociales, elle ne se vend pas, elle ne sait pas ce que ça veut dire se vendre. Et donc, elle va parfois performer dans certains domaines et ne pas savoir comment faire quelque chose pour que ça puisse être utile à la société, puisqu'elle n'a pas cet intérêt là sur d'abord les fonctions exécutives, comment euh, au niveau administratif, comment rentrer en contact avec des gens, comment se faire un réseau, tout ça, elle sait pas très bien comment faire. Et donc elle va rester avec ses immenses compétences et parfois son intelligence hors norme sur un domaine précis ou son expertise plutôt sur un domaine précis. Et puis parfois c'est récupéré par quelqu'un qui lui va se vendre et être reconnu pour ça, par exemple. Il y a des tas d'histoires comme ça avec les personnes autistes. Hmm. Ce qu'il y a, c'est aussi, c'est que euh, je me dis qu'il y a finalement aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées et où on a le sentiment finalement, parce qu'on les côtoie, parce qu'on les entend, que finalement, de manière assez régulière, elles te disent ou elles te font comprendre qu'elles passent à côté de leur vie, qu'il y a une sorte de, qu'elles sont à la recherche d'elles-mêmes et qu'elles ne comprennent pas en fait pour quelles raisons elles sont à la recherche d'elles-mêmes et que du coup, euh, il y a une clé en fait qui manque. Cette part manquante dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai le sentiment aussi quelque part que l'échange que l'on peut avoir, euh, c'est peut-être aussi ça à un moment donné de permettre à d'autres de se dire, mais en fait, parce que c'est quand même souvent comme ça que ça se passe, je pense, c'est que en fait, ce que la personne me dit ou ce que je lis, ça me parle en fait. Et peut-être que, et puis d'un côté, il y a ce déni de se dire, mais non, en fait, c'est ridicule. Ce serait trop simple, parfois, de se dire, ce serait trop simple de se comprendre comme ça. Et à un moment donné, de se dire aussi peut-être, mais si véritablement c'est ça, ça me permet en fait de recoller les morceaux, de me comprendre, alors que je me suis cherché tellement longtemps.
Et c'est d'autant plus important, comme on le disait tout à l'heure, que finalement, il y a cette errance médicale qui fait que, heureusement, quelque part, ce sont les autistes qui parfois s'aident entre eux, parce qu'on lit un livre écrit par un autiste, parce qu'on voit une émission, et beaucoup, effectivement, et sur YouTube, on en voit une pléthore de personnes, justement, qui sont extrêmement à la pointe de leur propre situation et qui l'expriment, en fait, en détail comme de véritables experts, parce qu'en réalité, elles sont capables de rentrer en elles se comprennent, c'est vraiment pour le coup un intérêt restreint, et donc elles font des vidéos qui par définition, à ce moment-là, peuvent parler à d'autres, alors que d'autres qui ne se sont pas posé la question ou se la sont posées ne sont jamais tombés sur quelqu'un de médicalement compétent. Donc c'est important d'en Mais parler. surtout que au niveau médical, c'est terrible la façon dont c'est écrit. Il est question de troubles et de déficiences et d'incapacité et de manque. Bah, pour une personne neurotypique, oui, d'accord. C'est très Ouais. troublant de voir une personne autiste. Mais l'inverse est vrai aussi. Oui, bien sûr. Mais ce que je voulais dire aussi dans la foulée, qui me paraît très très important quand on se comprend enfin et que effectivement, comme tu le dis, on est autiste, c'est qu'à un moment donné aussi, on sait se culpabiliser de qui l'on est, on sait de se sentir honteux, on sait de se sentir tout le temps quelque part en porte-à-faux par rapport à ce que l'on devrait faire et qu'on n'arrive pas à faire, en disant mais finalement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des trucs que je fais très très bien, j'ai plein d'énergie, et quand je devrais faire en fait mes tâches ordinaires, subitement en fait je sais plus les faire. Donc quelque part effectivement, je suis une seule chose, quelque part je culpabilise, quelque part j'ai honte et je vois que je ne fonctionne pas correctement entre guillemets et que les autres fonctionnent bien mieux que moi et donc il y a ce forcing et donc il y a ce masquage jusqu'au moment où en fait on se dit mais non en fait c'est véritablement moi, c'est pas une posture et donc le fait de se comprendre c'est je pense aussi le fait de pouvoir mettre son énergie à la bonne place Voilà. et cela étant du coup de pouvoir se recentrer complètement et aussi de s'ajuster je pense à la vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses du coup où on peut se dire mais ça en fait non, ça ne me convient vraiment pas et c'est pas chochotte, ça me convient pas et donc je ne le fais pas. Et éventuellement, je l'explique ou pas. Ça, ce sera peut-être quelque chose aussi d'important que tu pourrais peut-être expliquer. C'est quand on a ce diagnostic, est-ce que automatiquement, entre guillemets, on sent le besoin d'en faire part aux autres, que ça fait partie de son propre cheminement, ou au contraire, on se dit, ah non, non, maintenant, pour moi, c'est bon, je n'ai pas besoin de, entre guillemets, de me justifier, ou ça peut être perçu comme ça, et donc je le garde pour moi. Comment ça se vit, ça, une fois qu'on a le diagnostic? Ça appartient complètement à chacun et selon les circonstances. Il y en a qui disent pas du tout, il y en a qui disent que, alors tout proche, etc. Et c'est vraiment chacun fait comme il veut. Moi, j'ai un petit côté militant en moi qui fait que j'ai trouvé extrêmement important de le dire au maximum de personnes, enfin, petit à petit. Donc là, c'est la première fois que je le dis en public, mais je suis très décidée parce que j'ai plus grand-chose à perdre à l'âge que j'ai plus besoin de me vendre de quelque façon que ce soit. Comme il y a des gens qui me connaissent et qui m'apprécient et qui trouvent que j'ai pas l'air trop déficiente mentale ni euh, invivable ou infréquentable, euh, je me dis, c'est bien de dire que l'autisme, c'est ça aussi, en fait. C'est des gens fréquentables qui peuvent avoir une réflexion intéressante et qui sont des gens intéressants à rencontrer, quoi. Et pour petit à petit aider les consciences à comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire essentiellement d'une différence qui fait partie de la biodiversité humaine pour l'enrichir. Hmm. C'est important ce que tu dis. Tu parlais tout à l'heure effectivement du large spectre autistique, ce qui permet de fait aussi de ne pas précisément coller une étiquette et peut-être de faire en sorte que la neurodiversité soit quelque part finalement banalisée parce que ça peut être aussi compliqué effectivement de vivre avec des personnes qui sont dites entre guillemets normales, alors qu'en réalité elles ont quelque part, si on parle en termes de déficience, elles ont aussi leurs propres déficiences, leur propre façon de vivre qui n'est pas forcément conforme à ce que l'on pourrait attendre d'une personne qui est transparente, qui parle honnêtement, qui dit les choses, etc. Donc, je veux dire, tout ce masquage dont on parlait, quelque part,
les personnes dites neurotypiques en sont aussi parfois les premières victimes. C'est-à-dire que ça n'arrange pas toujours forcément les gens de se dire on va se forcer pour correspondre à la norme et faire comme tout le monde et être accepté. Parfois, ce serait tellement plus facile justement de se dire mais purée, qu'est-ce que ça fait du bien à un moment donné de laisser tomber le masque, de parler en vérité et de ne pas avoir ce sentiment d'être tout le temps en train de naviguer entre deux eaux. Est-ce que je peux dire, pas dire, si oui, comment? Mais vraiment se dire, bah là, je dis ce que j'ai sur le cœur et je sais que ça va être bien reçu parce qu'en fait, ce que je dis est bienveillant et la personne face à moi, quelque part, je l'espère, est aussi capable d'être bienveillante. Oui. Alors, quand tu dis ça ferait peut-être du bien aux gens de pas se forcer, tu parles plutôt comme un autiste, c'est-à-dire que eux, ils doivent pas se forcer. C'est ça la différence. Mais n'empêche que ça leur fait, ils doivent pas se forcer parce que c'est automatique, naturel, instinctif chez eux. Mais n'empêche que ça leur fait un bien fou, effectivement, de face à quelqu'un d'autiste, tout à coup se retrouver comme devant un enfant, de retrouver leur authenticité d'enfant. Je suis sûre, effectivement. Oui, parce que c'est vrai que j'ai quand même l'habitude de parler pas mal depuis en fait que j'essaye de rejoindre mes propres émotions, de mieux me connaître, d'avoir un peu creusé quand même ce qui était mon trauma, et donc du coup d'être capable de m'ouvrir sur ce que j'ai vraiment vécu. Ben, je me suis quand même rendu compte autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes aussi qui quelque part euh, sont entre guillemets normales, mais qui sont en énorme souffrance parce qu'en réalité, elles ont l'impression que ce qu'elles vivent n'est pas audible. Et Ouais, donc vivre souvent des dépressions sans forcément comprendre ce qu'elles vivent, mais peut-être pire encore, sans pouvoir même en parler à d'autres. Et quand on commence à parler de sa propre histoire, de toute façon, je dirais de façon générale, on est quand même tous au monde avec nos difficultés, et soit effectivement on les cache, on est dans le déni, dans le refoulement, c'est tabou, c'est un secret que l'on fait pour soi ou un secret plus largement de famille, auquel cas, quelque part, ça pourrit, ça nous ronge, ou au contraire, à un moment donné, quel que soit, j'ai envie de dire, ce qu'on a vécu, que ce soit de type autistique ou que ce soit de type traumatique ou les deux, le fait de pouvoir à un moment donné s'ouvrir, en parler avec quelqu'un qui lui-même a fait un chemin d'intériorité, je dirais, c'est dans tous les cas, en fait, pur bénéfice pour tout le monde, pour les ouais. autistes et pour les non-autistes aussi, je veux dire. Je pense qu'il faut faire aussi des distinctions. Le masking, c'est pas forcément du déni. Je veux dire, il y a le déni psychique qui fait que tu Hmm. ne veux pas parler de problèmes que tu as. Et il y a le manque d'authenticité, qui sont deux choses différentes. Et je pense que tu as dit plein de choses qui peuvent venir de plusieurs causes différentes. C'est pas forcément autiste, pas autiste. Par contre, là où c'est autiste, pas autiste, c'est le sans filtre. Une personne autiste a tendance à être sans filtre comme un enfant, alors ne pas forcément faire toutes les étapes d'apprivoisement avec quelqu'un. Mais par contre aussi, elle peut avoir du mal à être en lien avec ses propres émotions. Et donc, tu vois, il y a un peu les deux contraires, c'est-à-dire que elle peut être sans filtre, mais elle peut avoir du mal à savoir, elle a besoin de creuser, puisque c'est manuel, elle a besoin de creuser pour se comprendre. Alors que parfois, une personne non autiste met des filtres, mais ensuite, quand elle parle d'elle-même, elle se comprend mieux. Donc, il y a un peu de tout partout. Ouais, ouais. D'où, d'où l'intérêt effectivement de tirer un peu les choses au clair Oui. en remettant les choses un petit peu à leur place. Mais en fait, il y a une phrase qui me touche beaucoup, qui, j'allais dire qui me parle beaucoup, et c'est que quelque part, parfois, on dit effectivement, je n'ai plus peur parce qu'en fait, je n'ai plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu. C'est quelque part ce que tu as dit et c'est quelque part ce qui fait écho à un lien que tu m'as envoyé qui était en fait une présentation par Julie Daché de son propre autisme et sa propre découverte et sa propre traversée, sa propre dépression, ses envies suicidaires, etc. Donc, ces idées noires, il y a un moment donné, elle dit, je vais quand même reprendre plus ou moins ces mots, donc je vais les lire, elle dit, j'ai noté ces mots qui me paraissent très, très importants, je n'ai plus peur, j'ai déjà tout perdu, j'ai déjà été tellement loin de moi, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre et maintenant j'ai en fait tout à gagner d'être enfin moi-même, c'est-à-dire finalement d'être réconcilié avec mon individualité et mes désirs profonds, c'est-à-dire finalement je vais enfin pouvoir m'autoriser à être moi-même.
C'est ça en fait qui est fou. Et c'est vrai que Julie Daché, elle l'exprime, je trouve, extrêmement bien. Elle est très claire et on lui a dit aussi, mais non, madame, pas vous en fait. Vous n'avez pas l'air d'une autiste. Et c'est effectivement non seulement troublant, mais aussi blessant pour la personne de se dire que finalement son propre ressenti est nié. Du coup, évidemment, je ne peux que conseiller de lire La différence invisible de Julie Daché, qui est une BD extrêmement bien écrite, qui permet justement de, de faire la distinction peut-être plus aisément à travers quelque chose qui peut être plus ludique, à savoir une BD, de faire la distinction justement entre ce qui est proprement autistique et ce qui ne l'est pas. Mais donc c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup touché dans cet échange, si je devais retenir une chose avec Julie Daché, c'est qu'elle disait j'ai déjà tout perdu, je n'ai plus rien à perdre. Et j'ai l'impression ici, Sophie, que quand tu as finalement accepté ou tu m'as même proposé, je pense, que l'on fasse cet échange, c'était peut-être aussi quelque part ça qui se joue au plus profond de toi. C'est deux choses. C'est d'abord la joie de m'être retrouvée et tu vois, plutôt que de se dire oh là là, est-ce qu'il faut que je dise que je suis autiste parce que les gens vont peut-être me stigmatiser, ben, c'est leur compréhension du mot qui stigmatise. C'est comme pour les personnes homosexuelles, comme ça a été longtemps une injure, espèce de PD. C'est la façon que les gens ont de voir l'homosexualité qui doit changer. Et là, aujourd'hui, on en est là pour l'autisme. On dit, il est autiste celui-là, et il t'écoutera pas, ou je sais pas quoi. La joie d'abord de m'être compris et de revenir dans mes bras, de me prendre la petite Sophie abandonnée dans mes bras et de pouvoir être moi, et ce qui donne de l'énergie, et l'autre propulsion que j'ai à vouloir en parler, c'est effectivement pouvoir aider à cette prise de conscience, à cet élargissement de la conscience sur l'autisme qui peut sauver des gens, parce qu'il y a des gens il y a une prévalence de suicide, je crois, 6 fois plus grande chez les personnes autistes que chez les personnes non autistes. Et si on rajoute celles qui se sont suicidées sans être diagnostiquées, ça fait encore plus. Donc c'est énorme. Il est question de salut public, de parler d'autisme de plus en plus. En tout cas, tu en parles très bien, ce qui veut dire que tu as déjà quand même pas mal cheminé pour être en mesure d'en parler peut-être aussi facilement, parce que je pense que ça reste quand même pas évident pour tout le monde d'en parler. Il faut quand même pouvoir le dire, j'ai envie de dire, par rapport aux autres. Il faut aussi être capable de mettre des mots qui soient justes. Et il faut être capable aussi de faire entendre, j'ai envie de dire entre guillemets, de nouveau, mais c'est pas grave. Et au contraire, en fait, c'est une véritable richesse et ça vaut la peine mais d'entrer en lien dans cette neurodiversité dont tu parlais tout à l'heure, le fait d'être tellement divers, et cette diversité qui fait tellement peur souvent, en réalité, elle est une richesse. Donc il y a aussi là quelque part des murs à franchir et des différences à oser aller regarder pour justement s'apprivoiser et enfin se connaître. Parce que quand on est étranger à soi, c'est compliqué, mais être étranger aux autres, c'est compliqué aussi. Et à un moment donné, quelque part, ça ne dépend parfois que de nous. Il y a la volonté éventuellement de la personne autiste d'entrer en lien avec les autres, mais il faut évidemment qu'en face, les autres soient aussi capables quelque part de se dire mais cette personne en fait est intéressante, cette personne a des choses à m'apprendre, cette personne en fait a une richesse incroyable qui va moi m'enrichir. C'est pas l'un qui apporte à l'autre, c'est vraiment une véritable connivence et ça c'est important aussi à faire entendre. Oui, oui, comme tu disais, souvent on dit aux personnes autistes, on a imposé pendant très longtemps et encore maintenant aux personnes autistes de s'adapter en disant, mais on va vous donner les outils pour que vous puissiez être en interaction sociale, pour que vous puissiez parvenir à faire ceci, cela, comme si c'était les personnes autistes qui devaient faire des efforts et les personnes non autistes, elles en font pas beaucoup vis-à-vis des personnes autistes en fait. Donc elles sont un peu autistes, si on utilise le terme de la façon pas Ah juste. oui, oui, mais c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer qu'il n'y a pas en fait de comment dire, de situations, de typologies
de types de personnes bien différentes, avec absolument aucun lien. Il faut absolument essayer de se forcer quelque part pour se rencontrer, mais que les choses en fait doivent se faire plus naturellement parce qu'en réalité, elles sont extrêmement naturelles. Et comme tu le disais, l'autisme n'est pas en soi une maladie, c'est une autre perception du monde, une autre perception de soi-même, une autre perception des autres. Mais qui dit autre perception ne dit pas une perception déficiente, ça dit au contraire que c'est une perception enrichissante pour qui effectivement est prêt à entendre et à entrer en lien avec ces personnes. Oui, alors justement au niveau perception, les Ouais, autistes vont souvent plus loin. C'est justement là qu'est leur compétence, c'est dans la ouais, perception et pas dans les interactions sociales. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'autres troubles et de maladies, ou le syndrome de Down, ou la trisomie 21 et tout ça, où il y a de l'autisme, parce que l'autisme malheureusement se greffe aussi à ce genre de handicap qui fait qu'on associe l'autisme à l'handicap. Mais quand il y a un handicap, c'est parce qu'il y a un trouble associé ou souvent. Donc, effectivement, voir les points forts des personnes autistes, c'est un combat à mener pour le monde à venir, parce que je pense que la personne, si le monde était autiste, il y aurait probablement pas de compétition pour le pouvoir et l'argent et le statut social. Ça n'intéresse pas du tout les personnes autistes. Il y a quelque chose dans l'hypersensibilité et l'intensité d'une personne autiste qui est profondément humain. Je le dis même si ça paraît peut-être arrogant parce que je suis autiste, mais moi je m'en fous maintenant parce que je me dis il est temps de voir positivement. ben, je pense qu'en fait, c'est pas orgueilleux que de dire simplement les choses telles qu'elles sont finalement. Et c'est ça justement qu'on a aussi besoin d'entendre. Et que je pense que les personnes qui se posent des questions ont aussi besoin d'entendre. C'est que ce Mm. qu'elles vivent quelque part, c'est une richesse, c'est normal, et elles n'ont pas, je dirais, à se flageller comme elles l'ont peut-être fait extrêmement longtemps et comme elles le font peut-être encore. Parce que quand on se comprend pas, on essaye de nouveau, mais c'est important de le répéter, on essaie de se conformer à une norme qui n'a tout simplement pas lieu d'être, en tout cas pas pour soi. Il y a une majorité, mais une norme, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est autre chose. Ouais. Sophie, tu as le sentiment d'avoir, dans le cas de ce premier échange, dit ce qui était vraiment important de dire, sachant que de fait, c'est pour toi une première prise de parole publique et que je voudrais que tu puisses vraiment dire ce que tu as envie de dire sans que je te coupe la parole. Tu ne m'as pas coupé la parole et je pense que ce n'est que le début, donc je ne me fais pas de soucis sur si j'ai dit ou pas parce que je vais continuer à parler d'autisme, que ce soit sur ta chaîne ou pas. Écoute, très bien, très bien. Mais écoute, je te remercie, quoi, Sophie. Mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant et c'est vrai que si ça peut donner l'envie aussi à d'autres de venir sur la chaîne, de venir discuter avec moi, de venir discuter avec nous, avec toi, bien elles sont les bienvenues. Mais en tout cas, je te remercie pour ce premier échange sur la chaîne et sur ce premier échange sur l'autisme avec toi. Merci, Sophie. Merci Pascal. À bientôt. À bientôt.